C'est le profil le plus senior de l'écosystème en growth et c'est aussi le plus rare. C'est le profil Demand Generation qui supervise tous les channels d'acquisition d'une entreprise. Donc grâce à Anna et à Olivier, on a vraiment pris une leçon de growth pendant 1 heure. Il ne faut vraiment pas que tu passes à côté de cet épisode. Allez, bonne écoute. Donc aujourd'hui, un webinar de grande qualité sur un métier très peu connu en fait en France, mais qu'on commence à voir de plus en plus. Et donc on a décidé d'inviter les Head of Demand Generation de deux très belles scale-up françaises qu'on connaît tous. Je vais les laisser se présenter. Le but de ce webinar, c'est vraiment d'expliquer avec une vision très simple quel est ce métier de Demand Generation, comment il se compose, avec qui il travaille, quelles sont ses missions, quelles sont ses équipes, les outils. Vous verrez, à la fois Anna ou Olivier sont des marketeurs depuis plusieurs années maintenant, donc ils ont une vraie expérience. On va faire les 30 premières minutes où je vais leur poser des questions pour vraiment creuser sur leur rôle. Et après, vous aurez le droit de poser toutes les questions que vous avez en tête sur le chat et on les traitera à la fin. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous accueillir, Anna et Olivier, sur ce live Grosse Talent. Je vous laisse de suite le micro. Est-ce qu'Anna, tu peux te présenter en quelques phrases? Bien sûr, merci Jérémy et bonjour à tout le monde. Du coup, moi, c'est Anna. Je travaille actuellement chez Swile depuis à peu près 2 ans. J'ai 8 ans d'expérience dans le marketing B2B et spécialisé dans des entreprises SaaS et technologiques, avec des rôles un peu plus différents. Parce que comme tu as bien dit, Demand Generation en termes, c'est assez nouveau. Mais à la fin de la journée, les areas d'expertise n'ont pas trop changé. On verra ça peut-être plus tard. Et voilà, sinon, background journaliste de base, donc comme quoi c'est pas un problème de ne pas avoir étudié marketing parfois. Et là, je m'éclate dans ce que je fais, donc je suis trop contente de vous raconter comment on fait et pourquoi surtout. Merci beaucoup. Je serais vachement curieux sur le journalisme, mais je suis sûr que ça a un impact sur l'email automation. Olivier, de ton côté, pareil, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Je pense que soit et les fronts, on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. Vous avez la chance et le luxe de plus besoin de présenter vos entreprises respectives. Mais est-ce que tu peux te présenter, toi, de ton côté? C'est super si on a plus besoin de présenter. Mais ouais, mais merci de nous inviter, hein. C'est top de parler de ces sujets et de rencontrer Anna, puisqu'on ne se connaît pas encore. Moi, je m'appelle Olivier, je travaille chez Front depuis 5 ans, ça fait 8 ans aussi, moi pareil, que j'ai gravité autour de cette expérience d'Imagen entre deux sociétés, sur des sociétés B2B SaaS en Imagen. Et je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Tu veux que je développe un petit peu plus, peut-être, Jérémy? Non, mais après, c'est très bien. C'est très bien. De toute façon, j'ai un million de questions pour Ouais, c'est ce vous que je me dis. là-dessus. Une première question qui est hyper intéressante, c'est ce mot Dimension est assez récent en France. Je pense qu'en dehors des scale-up, il y a très peu de personnes qui ont, du moins sur leur LinkedIn, Dimension. Si vous devriez le définir, en fait, tu disais notamment, Anna, que l'intitulé du poste a changé, mais l'area, le cercle, le groupe restait le même. Comment tu définirais, Anna, toi, la Demand Generation? Alors, effectivement, il y a plusieurs écoles et en toute honnêteté, je n'ai même pas cherché sur Google une définition, jamais. Donc, je vais parler pour mon expérience à moi. Alors, la demand generation, c'est mettre en œuvre tout type de stratégie et de mécanismes pour attirer l'attention de notre marché cible tout au long du parcours. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont complètement inconnus, c'est-à-dire, ni nous, en tant qu'entreprise, on ne les reconnaît pas, mais eux aussi, ils ne savent pas que nous, on existe, ils ne connaissent même pas ce qu'on fait. Et donc, tout au long, donc depuis ce moment de maturité, on va dire, jusqu'à la signature de contrat. Et Parfait. donc, le but, ça serait de les accompagner tout au long. Et après, en fonction de, effectivement, la typologie des business, ça peut aussi se jouer sur de réactivation pour des upsell ou cross-sell dans les cas où
ça fait partie de l'offre de l'entreprise. Donc, hyper intéressant pour bien être sûr de comprendre, c'est vraiment du tout début. Donc, des gens qui n'ont jamais entendu parler, à la fois eux, ils ne connaissent pas Swile, mais vous ne les connaissez pas. Ils n'ont jamais discuté avec des personnes chez Swile, jusqu'à ce qu'ils achètent, qu'ils reçoivent leur magnifique Swile qu'on utilise. Jusqu'à derrière, ce qui est intéressant, et je pense qu'on y reviendra plus loin sur l'upsell, le cross-sell, l'activation. Peut-être, Olivier, une question que j'ai pour toi sur la différence avec la lead génération. Du coup, ce terme est beaucoup plus mature aujourd'hui. On le voit presque dans toutes les offres d'annonces où ça doit être le challenge numéro 1 de toutes les startups, du moins quand elles lèvent de l'argent. Quelle est la différence pour toi entre lead generation et demand generation? Ouais, c'est une super question. Moi, je rejoins totalement la définition d'Anna sur demand gen. Sur la différence entre lead gen et demand gen, je pense qu'il y a pas mal. C'est une question qui peut être répondue de différentes manières. Je pense qu'il y a pas mal d'avis différents. Moi, ma définition, c'est qu'un peu demand gen, ça englobe lead gen en fait. Il y a une définition qui est assez classique, qui est de dire que demand gen, c'est toutes les actions qui vont être mises bout à bout pour nourrir le funnel plutôt en haut du funnel, et que lead gen, c'est plutôt en bas du funnel, c'est-à-dire plus proche des sales, donc des opportunités créées dont Anna a parlé, de la closing client, etc. Pour moi, demand gen, c'est les deux en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté nourrir, aller chercher l'ensemble des stratégies, des campagnes qui ont pour objectif de générer l'intérêt pour les services et les produits d'une boîte et nourrir. Je fais vraiment ce signe parce que c'est. Ouais, non, t'as raison. C'est le funnel. C'est le final, quoi. on va faire ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est en haut du funnel, on va faire entrer un maximum de contacts qualifiés. Et en bas du funnel, on est vraiment proche des sales, on est proche des analytics, de la data, et on va essayer de comprendre ce qui convertit en client. Et avant ça, il y a différents stades. C'est l'ensemble des deux pour moi. C'est hyper intéressant. Vas-y, Anna, je te laisse rajouter. Ouais, si je peux juste compléter, en fait, ce que je trouve très intéressant de demand gen versus uniquement la notion lead gen, c'est que à la fin de la journée, c'est quand même aussi un cycle. C'est-à-dire que quand on fait des lead generation, parfois, on a la tendance à s'arrêter déjà une fois qu'on a les leads dans les CRM, mais en fait, un lead, ça ne veut rien dire. Enfin, un email capturé quoi, dans le CRM, on s'arrêtait là, quoi, lead generation. Exactement, il faut un des plus grosses erreurs du marketeur parfois, c'est vraiment être pas aligné avec les sales. C'est un lead, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment générer de la vraie demande. De la vraie demande, c'est pas juste un email. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est cette cercle-là de dire, en fait, aussi, pourquoi pas, on peut aussi, d'un point de vue de demand gen, travailler des leads qui sont dormants depuis très longtemps. Qui ont été potentiellement générés via d'autres canaux qui ne sont peut-être pas online. Ça fait partie aussi des réflexions, en tout cas, à avoir en fait, le but, ça va être toujours le même. On aura des différentes manières d'y arriver, mais le but, ça va être générer de la demande qualifiée pour l'équipe commerciale. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, lead génération, le but, c'est de générer des leads. Donc, c'est capturer un email, par exemple, sur un blog, quelqu'un qui va réserver une démonstration, qui va cliquer sur une publicité. Donc, en fait, c'est une action assez simple. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît, en fait. Souvent, dans le SaaS B2B, comme on l'est tous, ça va être du coup une réservation avec une démonstration de l'équipe commerciale, ou ça va être du coup un email capturé plutôt en MQL, Marketing Qualified Lead. Là où en fait, la demand generation, l'objectif va être beaucoup plus long-termiste. Et du coup, ça, c'est ma question. L'objectif va être d'augmenter le revenu, va être de faire grandir, de faire augmenter la demand de la société. Donc, du coup, par exemple, les objectifs, on n'est pas sur des objectifs en termes de MQL. Du coup, je suppose de votre côté, c'est quoi vos différents objectifs que vous pilotez, soit au mois, soit au quarter? Et du coup, je pense que ça me permettra d'y voir encore plus clair sur cette côté demand generation qui englobe le tout. Je ne sais pas qui veut commencer. Anna. Allez, très bonne question. En fait, ça dépend. Hein. Ça dépend de la société, ça dépend énormément des choses. Pour donner des exemples précis, chez Swile, l'équipe de demand gen, mais même l'ensemble de l'équipe marketing B2B, hein, on a décidé d'avoir les mêmes objectifs. On va mesurer ce qu'on appelle SAL, donc Sales Accepted Lead. Voilà, donc en fait, on reste sur une notion très classique, on va dire, d'abord, on se met d'accord sur l'identification des lead life cycle, non? Qu'est-ce que c'est vraiment un lead? Qu'est-ce que c'est un marketing qualified lead?
Parce que ça, c'est pareil, c'est des termes qu'on écoute partout, mais en fait, il faut quand même donner une définition ad hoc à ton entreprise. Et après, nous, particulièrement, on regarde les SAL. Après, évidemment, pour arriver à ces Sales Accepted Lead, c'est quand même un funnel, comme on a dit. Du coup, il y a taux de conversion, donc on ne s'arrête pas là. On regarde même de l'étape lead, MQL, SQL, Sales Qualified Lead, etc. Et après, bien entendu, ça va dépendre vraiment des entreprises. Nous, on fait aussi des cross-sell, puisqu'on a un multi-produit. Donc, on a des objectifs de upsell. Combien de nouveaux leads, on va dire, ou nouveaux SAL on génère, même si la base était déjà de clients, donc déjà existantes. Et on va avoir aussi des objectifs des leads réveillés. C'est exactement ce que je disais avant. Donc, pareil, c'est Sales Accepted Lead, mais étant donné que les leads, il se peut que la provenance des leads ne vient pas de marketing, mais qui passe par une campagne influence qui vient de marketing. Non, hyper intéressant. Donc, il y a plusieurs termes qui sont assez techniques. On pourrait les définir. Après, la majorité des gens qui écoutent aujourd'hui sont familiers avec ces sujets. Pour bien comprendre, du coup, je ne sais plus si c'était Sales Qualified Lead ou Sales Accepted Lead. Donc, c'est le sales qui va lui-même dire que ce lead est qualifié, donc il va accepter de le recevoir. C'est comme ça que ça marche souvent dans le CRM. C'est l'account exécutif ou le business developer qui va prendre ce lead et qui va dire oui, celui-ci, c'est un lead qualifié. Vous m'avez fait une passe décisive et vous, ça comptabilise de votre côté, quoi. Donc, c'est vraiment la dernière étape en tant que marketeur où là, vous avez fait tout votre travail, quoi, de ramener vraiment quelqu'un qui est qualifié, qui a le besoin, qui a envie d'acheter Swile en relation avec le sales. C'est bien ça, Anna, si je me trompe pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, en tant que sales, déjà, est-ce que je peux attaquer cette piste? Est-ce que j'ai toutes les informations pour attaquer cette piste comme il faut? Et deux, bien sûr, est-ce que le lead qui m'a été assigné est vraiment qualifié d'un point de vue intention d'achat? Est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Si on vulgarise, moi en tant que sales, est-ce que j'ai envie d'investir mon temps à traiter cette lead? Voilà. Hyper clair. Olivier, ton côté, ton objectif, est-ce qu'il est aussi sur un nombre de leads qualifiés pour les équipes sales? Est-ce qu'il est sur un revenu? Comment ça se passe? C'est quoi l'objectif de l'équipe Demand Generation chez Front de ton côté? Ouais, chez nous, je rejoins Anna déjà sur la dimension full funnel view, c'est-à-dire enfin, vraiment à chaque niveau de la conversion du funnel. En fait, toutes les KPIs sont importantes. Il y a même un mot qui est attaché à chaque niveau. Ça peut être des chiffres absolus ou des taux de conversion, justement, qui est le mot pourquoi. Pourquoi ton de taux de conversion entre MQL et SAL, pareil entre SAL et SQL, etc. Et ce pourquoi il est très puissant, mais il nécessite d'être un peu schizo plutôt. C'est-à-dire de vraiment avoir la tête un petit peu partout et d'être un peu obsédé par la data et voilà, d'adresser ce pourquoi qui peut avoir différentes sources. On peut en parler, mais sur les KPI qui sont vraiment, nos objectifs, c'est plutôt les SQL et SAO, c'est-à-dire les opportunités qui ont été générées par l'équipe SD, donc l'équipe BizDev, et celles qui ont été justement de la même manière acceptées par, pour le coup, une autre équipe qui est l'équipe des account exécutifs, donc des sales, ceux qui vont convertir les opportunités en clients. Donc, c'est vraiment ces deux dimensions les plus importantes aussi, mais les autres sont importantes aussi avec le pipe généré en nombre de dollars et le pipe closé en clients. Non, hyper intéressant. Donc, vous faites la différence du coup sur les leads qui sont acceptés plus les opportunités. On a parlé de beaucoup de termes un peu barbares avec beaucoup d'acronymes là-dessus. Est-ce que vous avez des ressources pour approfondir ces discussions? Parce que là, on n'a qu'une heure ensemble et on va essayer de traiter tous les sujets. Est-ce que vous avez un article, un podcast, un blog ou autre à partager là-dessus pour approfondir sur notamment, c'est le cycle de vente sales, le sales pipeline, et qui est assez universel sur les différentes entreprises du monde, du moins dans la tech. Est-ce que vous avez des ressources à partager ou peut-être que vous m'enverrez, on partagera plus tard? Anna, tu as l'air de hocher la tête, tu as une bonne ressource en tête. Je pense que
je pense que n'importe quel marketeur B2B a toujours comme référence HubSpot. Ok. Ils sont trop forts en termes d'académie et de ressources. Alors, il y a, je n'ai plus en tête évidemment les billets de blog, mais on met Lead Lifecycle sur Google HubSpot Academy et là, on va trouver deux blogs qui vont nous expliquer chaque life cycle avec la définition. Et après, j'ai un bouquin que j'aime particulièrement beaucoup parce que c'est d'ailleurs pas marketing, c'est sales, mais je trouve que ça revient au même. Ça s'appelle justement The Sales Acceleration Formula, il me semble, et ça fait des années que je ne lis pas en entier. Et je ne sais pas si j'ai eu la connexion. Non, ça va. Si, c'est bon. C'est bon. Je cherche en même temps sur Google pour le partager. Voilà, je me rappelle plus. Tu l'as trouvé, Jérémy? Ouais, c'est The Sales Acceleration Formula et le livre est orange. Exactement. Et ça date, hein, il faut quand même le prendre un peu avec des reculs. Je pense il doit avoir des éditions, des nouvelles éditions, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne Bible pour bien comprendre tout ce qu'elle est en train de se dire. Une ressource je sais que tu es un grand fan de Spot, Olivier. Est-ce que tu as d'autres ressources aussi à partager? J'avais pensé exactement au même article. Je vois très bien cet article qui est très visuel en plus, avec le funnel qui est dessiné, dont parle Anna. Donc, on pourra partager ce lien qui est assez high level et qui permet de bien comprendre les termes qu'on emploie aussi depuis tout à l'heure, SAL, SQL, etc. Et le livre dont parle Anna, je ne le connais pas, donc je vais regarder. Je vais le commander là-dessus. Moi, j'en rajouterai un et après, on passera à l'autre partie. C'est celui qu'on m'a offert quand j'avais rejoint eFounders. C'était Predictable Revenue. C'est plutôt sur la partie commerciale, mais du coup, c'est plutôt la fin du funnel qu'on a discuté. Predictable Revenue, je pense qu'il existe en français ou en anglais. C'est l'un des premiers employés de l'équipe Sales, Aaron Ross, qui est aussi on va dire un gourou du life cycle sales, qui explique notamment les différents métiers et surtout sur la partie qu'a mentionné Olivier. Donc, qu'est-ce que les business développeurs, qu'est-ce que les account exécutifs, qu'est-ce que les opportunités. Donc voilà, globalement, voilà quelques ressources qu'on partage. Mais c'est des topics où, au final, vous aurez forcément dans vos entreprises respectives peut-être un terme différent pour décrire les KPI, les étapes, mais dans la grandeur, si on fait tous nos schémas de toutes nos entreprises, SaaS, B2B ou autres, ça sera à peu près les mêmes étapes avec des terminologies qui sera différentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est là-dessus. C'était hyper clair sur la partie Demand Generation, même si on a commencé à rentrer dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est ce scope aujourd'hui de Demand Generation. Vous êtes tous les deux dans les plus grosses scale-up françaises. Comment se matérialise ce scope Demand Generation où j'ai l'impression, Anna, que tu as dit marketing B2B. Comment ça se compose et si vous pouvez rappeler un peu la taille par exemple, de vos entreprises respectives aujourd'hui et comment ça évolue un peu dans le temps, à quel moment ça a été créé et aujourd'hui, quelle taille ça fait parce que tout le monde ne sera pas dans une scale-up de 300 ou 500 collaborateurs aujourd'hui. Allez, Olivier, je pense que pour casser un peu le flow, je te laisse parler. C'est parti. Alors du coup, le Front, moi je suis arrivé il y a à peu près 5 ans chez Front. On était une trentaine dans la boîte, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et j'étais le premier Demand Gen, côté un petit peu growth marketing. C'était quoi ton job title à cette époque-là? Demand Gen Manager, Demand Generation Manager. Déjà quoi. Alors, j'étais ce qu'on appelle un IC, en anglais, un individual contributor, c'est-à-dire j'étais opérationnel, je ne manageais pas une équipe. Donc, le terme manager, voilà. Mais c'est un autre sens, mais tu étais déjà sur la demand. Quoi. Et aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai une personne qui est Demand Gen Manager et qui a à peu près le même rôle que moi à l'époque. Et si j'accélère un petit peu, donc j'ai parlé, oui, à peu près 30 personnes à l'époque. Aujourd'hui, on est à peu près 300 chez Front. Et dans l'équipe marketing qui englobe l'équipe d'Imagen, pardon, on est environ une grosse vingtaine aujourd'hui. On est en train de beaucoup recruter, c'est pour ça que j'hésite sur le chiffre, ça change un peu tous les jours. Et des fonctions qui ont vraiment un rôle gros, d'Imagen, etc. On doit être à peu près 5 aujourd'hui.
Tu veux que j'explique un petit peu ces fonctions, comment c'est réparti? Ouais, et le scope, en fait, comment tu te répartis, tu vois, si on devait dessiner un peu des cercles, en fait, comment se matérialise, tu vois, les piliers de la Demand Generation là-dessus, quoi, les différents scopes de ces 5 personnes, tu vois, si un peu l'organigramme de manière actionnable, quoi. Je comprends. Alors, nous, on a une façon de fonctionner qui est un petit peu particulière parce que moi, j'ai donc la responsabilité de la pipeline européenne, enfin IMIA, même plus large que l'Europe. Et on travaille de manière assez particulière dans le sens où on a certaines ressources qui sont locales et certaines ressources qui sont partagées entre les régions. On travaille beaucoup par région. Donc, je vais simplifier un peu la chose en disant que côté Dimension, il y a donc une personne qui est en charge du pipeline. Donc, en IMIA, c'est moi, qui a vraiment l'obsession d'atteindre des objectifs qui vont envoyer suffisamment d'opportunités aux équipes sales pour atteindre leurs objectifs de revenus, et qui vont travailler avec un certain nombre de profils en particulier. Donc, un profil qui va être de l'ordre du Demand Generation Manager dont je parlais tout à l'heure, qui a un rôle assez large, mais vraiment sur un côté un peu stratégique, mais un côté vraiment de management de campagne, de lancer des campagnes, d'expérimentation. Bon, je pourrais en revenir un petit peu après j'ai parlé du pourquoi tout à l'heure, mais c'est vraiment l'obsession du pourquoi. C'est pourquoi quelque chose fonctionne. Dans ce cas-là, on scale le programme, pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Une fonction qui va être très importante, qui est une fonction qui n'est pas forcément tout le temps dans l'équipe Demand Generation d'ailleurs, mais qui est la fonction de contenu. C'est-à-dire, on travaille beaucoup avec du contenu marketing, que ce soit en haut du funnel, que ce soit des articles de blog. On parlait des articles de blog de HubSpot qui font beaucoup parler. Je pense que c'est une de leurs sources. L'exemple, quoi. Voilà, exactement. Une fonction qui va être un peu plus technique, que moi j'avais aussi à cette époque. On avait pas mal parlé à l'époque, Jérémy, on se partageait pas mal de tips, qui va être partagé entre ce qu'on appelle les marketing ops, donc vraiment la fonction d'instrumenter les opérations du marketing et les outils tels que HubSpot, justement, dont on a parlé. Ça, si je peux résumer en une phrase, on dit souvent, tu vois, c'est avoir la bonne info au bon endroit au bon moment. Ça résume très bien, je pense, ce casse-tête de marketing ops et de plus en plus avec la multiplication des outils, quoi. Exactement, c'est un rôle fondamental, d'autant plus sur la multiplication des outils, comme tu le dis, de s'assurer que tout fonctionne bien ensemble. Et il y a un autre profil qui n'est pas tout le temps côté Demand Generation, mais chez nous, c'est un petit peu le cas. C'est un profil que tu connais très très bien, Jérémy. C'est le profil un petit peu, allez, le mot un peu galvaudé, c'est gros hacker, mais c'est vraiment quelqu'un qui va utiliser des outils ou des aspects un petit peu techniques du métier pour permettre un nouvel axe de croissance. C'est vraiment un côté un petit peu créatif. J'ai l'impression que j'oublie un rôle. Oui, j'oublie un rôle qui est fondamental aussi. C'est le rôle de... alors, chez nous, ça s'appelle un digital marketer, c'est-à-dire vraiment la personne qui va gérer les canaux digitaux, les pubs, AdWords, etc., le SEO, qui va aussi être un guide sur les questions SEO pour la personne qui fait le contenu, pour que cette personne priorise les bons sujets qui vont avoir un impact sur le trafic organique. J'utilise pareil des mots je vais un petit peu vite, mais on pourra revenir sur certains termes plus tard. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Nous, il y a un nouveau rôle que je suis en train de recruter en ce moment. J'ai même une interview cet après-midi pour vous dire sur ce rôle, qui est un rôle qui, en gros, est nouveau chez nous. C'est le rôle de event marketer, c'est-à-dire la personne qui va gérer les webinaires. Là, on est en train de faire un webinaire, une personne qui va gérer les webinaires d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue relier ça à des objectifs de croissance. Et aussi les événements type trade show, les conférences en physique, etc. J'ai fait à peu près Et pardon, juste pour mieux comprendre, et ça, du coup, Event Manager, ça va être Event Marketing Manager, ça va être dans l'équipe de Mangen ou ça va être dans... Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est pas souvent le cas. Ça va être dans l'équipe d'Imagen et c'est là où on demande un rôle assez particulier, une personne qui a à la fois de l'expérience sur, c'est costaud comme sujet, vraiment organiser des événements de bout en bout. Il y a une expérience assez recherchée sur le sujet, mais aussi une vraie compétence sur des sujets de croissance. Donc vraiment cette dualité qui est assez rare en réalité. Quelqu'un qui va être en fait capable de bout en bout de la stratégie, de la décision de prioriser un type d'événement ou un autre jusqu'à... Qui a un objectif, du coup, aussi. Qui a un objectif, exactement. Qui a un objectif qui s'aligne avec l'objectif global, mais qui a un objectif de KPI sur ses propres actions et qui va travailler beaucoup main dans la main avec l'équipe sales, puisque c'est en général eux d'ailleurs qui participent aux événements. Voilà, donc c'est un rôle assez particulier. Je sais pas si je l'ai déjà vu dans d'autres sociétés d'ailleurs, pour être honnête, mais voilà, c'est un rôle qu'on ouvre. Attends, on a peut-être...
Je Il y a suis eu un désolée. petit bug, j'ai eu l'impression. C'est bon, on a remplacé. J'ai vu Je que tu vous étais ai en double, perdu. mais, euh, mais donc, ouais, il a expliqué sur cette partie-là que parce qu'ils avaient un objectif vraiment avec des KPI, un objectif de croissance sur ces événements, pour ça qu'ils étaient dans l'équipe d'Iman. Pour résumer, avant de creuser sur l'équipe de Swile, j'ai l'impression que c'est très organisé par. Donc, il y a deux choses. Il y a un peu des fonctions support qui permettent du coup de faire avec des personnes qui sont plutôt spécialisées sur un channel d'acquisition. Si je ne me trompe pas, si on résume et après on rentrera dans les différents channels, c'est donc tu as à la fois des channel managers, donc des gens qui ont un objectif en fonction des différents channels, avec des fonctions de support pour que ça forme vraiment une équipe indépendante et autonome pour aller chercher la croissance, du coup. Très bien résumé, c'est exactement ça. Hyper intéressant. Anna, de ton côté, pareil, la particularité, donc aujourd'hui de mémoire, vous êtes plus de 500 collaborateurs chez Swile. Toi, tu es arrivé il y a déjà un petit moment. Comment s'est structurée cette équipe Demand Generation et comment tu l'as construite autour de toi? Très, très bonne question. Je vais essayer de très courte, mais c'est très compliqué quand on est dans une scale-up. Alors, du coup, quand j'ai rejoint Swile, c'était Launcher à l'époque. On avait un seul produit. Maintenant, c'est plus la même chose. Et du coup, les besoins à l'époque étaient complètement différents. L'intitulé de poste était Inbound Marketing Manager. Non, Head of Inbound Marketing. Bon. Mais sur l'inbound. Et donc là, on commence à se rendre compte comment des faciles, en tout cas, comment des probables, c'est que dans une fast-growing company, ça change les scopes parce qu'en fait, à la fin de la journée, ce qui s'est passé, c'est que forcément, comme je disais avant, il y a eu des grosses activités growth au départ. Ce qui fait ça, c'est que parfois, c'est plus malin d'un point de vue de Mangen de justement analyser la base existante avant d'aller chercher des choses plus dans les long-termistes. Et donc, du coup, en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, les postes n'étaient plus uniquement inbound, mais qui étaient beaucoup plus au-delà de ça. Et ça rejoint un peu les cercles que je dis. Donc, comment ça s'est passé? Bon, au départ, j'étais, on va dire, toute seule pour cette fonction-là. Il faut savoir que chez Swile, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe marketing d'une trentaine de personnes qui est donc et d'ailleurs on continue à recruter, donc pareil comme Olivier, aujourd'hui c'est trentaine, en fonction de quand on va regarder les replays ça peut être plus, mais en gros on travaille vraiment main dans la main tous parce qu'on y croit beaucoup dans les différentes expertises métiers. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on ne demande pas des milliards d'expertises à une même personne. On n'y croit pas dans ce modèle. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà qu'il y a des équipes, on va dire, même si on fait tous partie de l'équipe marketing, mais il y a l'équipe brand qui vont être brand manager, social media manager, stratégiste. Et là, on va trouver vraiment des talents pour tout ce qui est l'awareness, c'est ultra important pour nous, très, très important. Surtout parce que nous, on fait des communications assez disruptives et ça crée pas mal de bases. Avec et grâce à ça, forcément, c'est un cadeau qu'ils nous donnent en fait. Donc ça, c'est très bien. Et c'est eux aussi qui posent un peu qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes de tonalité de marque, etc., visuel, tout ce qui est l'SPDA. Et après, on est à la partie business. Voilà, donc là, on retrouve une division par cible parce que la particularité de Swile, c'est qu'on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon, ce serait un autre webinaire, mais la particularité de Swile, c'est que c'est un B2B2C, mais en plus, le business model, nous, forcément, on s'adresse aux entreprises, donc cible et corporate, mais on s'adresse aussi ce qui nous génère la supply, qui sont les affiliés. C'est des personas cibles complètement opposés, donc ça fait assez naturellement de faire cette division. Donc, il y a une équipe B2B affiliate et une équipe B2B corporate dans laquelle je suis présente. Et dans ça, en fait, on a vite déjà changé le scope de Demand Gen. Ça va passer à Demand Gen. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait et concrètement, on est comme toi, Olivier. Donc, moi, je travaille avec une personne
qui est Demand Generation Manager. Et elle s'en occupe de mettre en place toutes les stratégies de diffusion, mais aussi pas mal des implications nurturing, aussi des campagnes outbound, inbound. Il y a une nouvelle personne qui arrive la semaine prochaine qui va avoir à peu près les mêmes profils. Donc, on est vraiment en construction de l'orga en vue de la multiplicité de produits qu'on a. Il va très sûrement avoir une organisation par programme, par produit. Ok. Voilà, et en fait, en termes de scope, on travaille directement avec les équipes de contenu, comme Olivier l'a dit. Donc, ils ne font pas partie de l'équipe de Mangen, c'est une autre équipe au sein de marketing B2B, mais ils sont 3 et on travaille directement avec eux, que ce soit pour des campagnes top of the funnel ou middle of the funnel ou bottom of the funnel. S'il y a des terminologies bizarres, on peut les éclairer. Et on travaille avec ce qui est le pôle paid acquisition, parce que nous, en fait, notre rôle, c'est un peu campaign manager, un peu de chef d'orchestre, de dire, en plus de cette campagne-là qu'on a envie de sortir, on décide de débloquer certains canaux d'acquisition, certains canaux de conversion. Et en fait, on fait appel aux experts qui vont mettre en place, qui vont nous aider pour mettre en place toutes ces stratégies-là. Non, excuse-moi, je trouve que c'est hyper clair. J'ai l'impression que c'est vraiment, et je pense que c'est ce qui va se passer, Olivier, chez toi l'année prochaine, c'est l'étape d'après, en fait, où tu as une équipe qui va avoir toutes les fonctions, le paid, le content, mais quand tu passes de 300 du coup à 500 collaborateurs, comme vous l'avez fait, Anna, du coup, ces équipes redeviennent des équipes. Et du coup, tu l'as très bien dit, je pense, aujourd'hui, tu as une position avec ton équipe de chef d'orchestre où en fait, tu vas s'assurer que tu as toutes les différentes ressources qui sont ces petites équipes de 2-3 personnes qui vont t'aider pour atteindre tes campagnes. Donc, en fait, j'ai l'impression, ce qui est intéressant avec vous deux, c'est que du coup, on a l'étape intermédiaire, je veux dire, déjà avancée de front aujourd'hui, puis la version numéro 2, on va dire, avec 30 personnes dans une équipe marketing, comme tu l'as dit, Anna, avec ce rôle de chef d'orchestre. Et du coup, là, on comprend vraiment le côté Demand Generation parce que votre position est à peu près la même aujourd'hui, en fait, et votre mission est la même dans la société. Aujourd'hui, Olivier, toi, tu les as en direct parce qu'il y a 5-6 personnes. Toi, Anna, du coup, tu as les team leaders des autres équipes en direct avec toi, mais la mission est la même. Et je trouve que c'est hyper bien expliqué ce rôle-là, en fait, de chef d'orchestre au cœur des différentes expertises. Ouais. Après, nous, chaque pôle a un team leader qui est différent. Donc, il y a un team leader pour contenu, il y a un team leader pour paid, etc. Mais on est toujours en collaboration et quelque chose peut-être un peu plus unique au scope des Mangen chez nous, c'est que pour tout ce qui est nouveau business, que ça soit nouveau business net new ou que ça soit cross-sell, pour le coup, effectivement, c'est l'équipe de Mangen, nous sommes complètement référentes. On fait les ponts entre le marketing et les sales. C'est vraiment nous qui vont suivre vraiment tous les tunnels. Donc, même si l'acquisition est venue de canaux payants gérés par d'autres équipes, après, une fois qu'ils sont dans le système, c'est notre responsabilité de les accompagner tout au long du tunnel. Et quand je dis les accompagner, c'est déjà d'écrire les emails, de créer la stratégie des emails ou de retargeting autrement, de participer à tout type de stratégie marketing ops pour justement que tous ces leads, en fait, qu'on capture toutes les informations de qualification tout au long du process. Donc là, c'est vraiment très unique à la fonction de Mangen. C'est pour ça que c'est assez riche au sein d'une organisation. Non, mais c'est hyper intéressant, du coup, entre Olivier, où tu es arrivé 30e, tu vois, chez Front. Aujourd'hui, Anna, vous êtes 500. Je pense qu'on a une belle évolution, en fait, du métier de Demand Generation. Un peu sur des questions plus spécifiques. La tâche que vous faites le plus aujourd'hui dans votre job actuel, quelle tâche, en fait, vous prend le plus de temps ou vous dédiez le plus de temps? J'ai entendu écriture de campagne, gestion, en dehors un peu du management ou peut-être la tâche qui est faite par votre équipe le plus. Et le deuxième, ça serait avec quelle personne ou équipe vous interagissez le plus? Ça sera mes deux questions pour finir d'approfondir sur le scope. J'y vais. Vas-y, Olivier.
Alors moi, la tâche qui me prend vraiment particulièrement en ce moment, d'ailleurs, le plus de temps, c'est un peu ce que dit Anna, ce que tu as résumé en disant chef d'orchestre, c'est-à-dire vraiment, en gros, guider, je pars avec une analogie là, suivez-moi, je viens de la trouver, mais guider, prendre le gouvernail, quoi, guider un peu le bateau dans la direction des objectifs revenus, des objectifs SQL et SAO, etc. Et c'est-à-dire mettre vraiment tous ces acteurs, ces spécialistes. D'ailleurs, Anna, c'est hyper intéressant ce que tu as dit, et comme a dit Jérémy, je fais une petite aparté, mais ça me dirait bien de prendre un café avec toi parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées en termes de croissance qui vont sûrement nourrir des sujets chez moi. Mais vraiment, voilà, s'assurer que le cap est conservé et même réadapté en fonction des résultats au fur et à mesure avec ces différents spécialistes qui sont qui ont soit un impact directement sur la lead gen, soit même d'autres équipes. Et donc là, je passe directement à ta deuxième question, Jérémy, c'est les personnes avec qui on collabore le plus. Donc il y a vraiment, évidemment tout cet aspect de différents membres de l'équipe dont j'ai déjà parlé. Il y a évidemment la relation avec les sales à 2 niveaux. C'est-à-dire le premier niveau qui est le niveau suivant dans le funnel, c'est matérialisé par une équipe BizDev, si on veut. C'est-à-dire tous les BTR, SDR, voilà, c'est un terme de plus. Mais ceux qui rappellent les gens et s'assurent que sont les bonnes personnes. Quoi. Exactement, c'est ceux qui vont en fait être responsables de la création des opportunités dont je parlais tout à l'heure, en premier lieu des SQL, des opportunités qualifiées. Et là, c'est vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois pour les préparer au mieux pour les différentes typologies de leads. Anna a très bien parlé de ça tout à l'heure, mais aussi recevoir du feedback. Et donc là, c'est vraiment adresser les pourquoi dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi en fait une initiative sur une verticale ou une granularité particulière a moins fonctionné qu'une autre alors que le nombre de leads, la qualité des leads semble à peu près identique et c'est là où on apprend beaucoup. Donc vraiment cette relation proche avec les SDR. Ensuite, il y a évidemment avec les sales, donc un peu plus loin dans le funnel avec les account executives. Pourquoi sur un nombre d'opportunités, il y en a un certain nombre qui closent et d'autres pas, etc. Et il y a aussi très important pour nous en particulier en ce moment, c'est le travail avec une autre équipe qui fait pas partie d'Imagen, c'est l'équipe Product Marketing. C'est vraiment l'équipe qui va nourrir beaucoup de ce qui va devenir le messaging ciblé sur le positionnement, le message type ciblé sur justement nos différentes cibles, nos différents targets, nos différents personas, comme on dit, encore un terme. Et je dis en particulier en ce moment parce qu'on est en train de s'adresser à, disons, de prioriser des verticales qu'on n'avait pas forcément priorisées dans le passé. Donc là, c'est vraiment important que, justement, non seulement on soit un chef d'orchestre, qu'on se nourrisse du travail exceptionnel fait par ces équipes, mais aussi qu'on leur fasse remonter le feedback du terrain, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, ce type de messaging sur cette géographie, sur cette granularité, ça fonctionne plus ou moins, etc., pour qu'on avance tous ensemble. Non, c'est hyper clair. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Anna, à la fois la task qui te prend le plus de temps du coup sur tes semaines et les personnes avec qui tu interagis le plus? En fait, quand on est dans une scale-up, forcément, parfois, on va trop vite sur certaines tâches et on laisse un peu de côté d'autres tâches qui sont très, très, très importantes et qui sont structurantes. Et du coup, là, pour le coup, c'est un peu mon cas. Et là, ayant arrivé à certains niveaux de maturité, un peu plus de l'équipe, on travaille pas mal sur SLA, la construction d'une Service Level Agreement entre sales et marketing. Évidemment, ce n'est pas un travail uniquement reposé dans l'équipe de Imagen. Hein. C'est quand même énormément d'interactions avec des équipes sales, des équipes ops, les C-level, l'ensemble de l'équipe marketing, etc. Mais là, à l'heure actuelle, en plus, on travaille aussi avec des experts externes aussi qui nous accompagnent. Donc, à l'heure actuelle, c'est un des projets qui prend le plus de mon temps. Alors, ça touche beaucoup de volets. Hein. Ça touche la révision et optimisation de notre système de qualification des leads, notre flow, même la définition des lead lifecycle. On est en train de tout revisiter. Donc, en fait, voilà, c'est une des choses qui prend plus de temps. Et d'un point de vue un peu plus opérationnel, on va dire, c'est typiquement des campagnes de conversion. Donc, des campagnes de conversion, concrètement emailing,
qui prennent plus de mon temps. Donc vraiment, alignement en amont avec les équipes concernées, donc notamment les sales. Construction de messages, construction de tous les flows derrière, voir comme le lead va être qualifié ou requalifié, parce que dans ce cas, c'est la conversion. Donc, il était déjà dans le système. Et je dirais que c'est ça. Un peu, non, c'est hyper intéressant. Il y a énormément de questions sur le chat. Je pense que vous les voyez défiler. On les garde pour la fin. Il me reste la dernière partie qui est un peu plus sur le point de vue carrière. En fait, il y avait une très grande question sur le chat, c'est qu'est-ce qui vous passionne le plus dans vos jobs aujourd'hui? Ça fait en plus longtemps que vous êtes en poste. Qu'est-ce qui vous fait rester et vous passionne au-delà de l'aspect boîte dans laquelle vous êtes, mais dans votre job, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qui va J'y vais. Où tu voulais y aller, Anna? Non, très bien. Non, mais alors rapidement, moi, il y a un aspect qui est vraiment lié vraiment à l'activité au quotidien, on va dire, et puis un aspect qui est un petit peu plus diamétral. Le premier aspect, c'est l'aspect de créativité, mais je m'explique un peu, c'est la créativité dans l'expérimentation. C'est-à-dire que vraiment, je vais prendre une autre analogie, tiens, c'est l'analogie de l'éclaireur, du scout, on va dire, de l'éclaireur. C'est-à-dire, on va s'attaquer à des sujets, nous on utilise beaucoup ce terme en interne, c'est des sujets à craquer, c'est-à-dire des sujets on voit qu'il y a organiquement peut-être un début d'opportunité, peut-être qu'il y a quelque chose, et ben on va expérimenter pour apprendre. L'expérimentation, ça apporte de l'apprentissage. À ce niveau-là, il y a quelque chose de très important vis-à-vis de ce type de rôle et du type de boîte aussi, c'est être autorisé à avoir des échecs, être autorisé à échouer, parce que en fait, en expérimentant, on va échouer forcément. On ne va pas lancer que des initiatives qui vont réussir. Les initiatives qui réussissent, c'est super, ça permet de scaler et puis ça apporte de la croissance directement. Les échecs, c'est soit un apprentissage plus ou moins difficile pour la suite, soit quelque chose à adapter. Donc, il y a vraiment ce côté expérimentation qui, moi, me passionne particulièrement. Et je dirais même que le jour où ça sort de mon scope, en fait, où les choses sont tellement processées, qu'il n'y a plus d'expérimentation, ça m'intéressera nettement moins. En fait, c'est vraiment cet aspect qui me plaît. Et après, l'autre aspect, c'est vraiment l'équipe. C'est peut-être un peu bisounours de dire ça, mais c'est vraiment le côté humain de l'équipe d'une part, mais aussi le côté en fait, de créer des équipes, il y a quelque chose d'assez passionnant. Jérémy, tu connais bien le sujet, et puis Anna aussi, d'après ce que j'entends depuis le début de cette conversation, c'est de recruter des gens, c'est de faire grossir des équipes, c'est aussi de voir la culture changer à mesure qu'on voit des gens venir, et puis en fait apprendre d'autres personnes. Donc c'est vraiment ces deux dimensions qui, moi, me plaisent le plus. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a Alexandre qui a adoré ta métaphore sur l'explorateur. Et je pense que ce qui découle de ça, il y a plein de choses qui découlent d'expérimenter, mais notamment, je pense que tes semaines sont différentes. Tu travailles sur des sujets en fait qui sont assez nouveaux aussi. Donc, à chaque fois, tu pars peut-être d'une feuille blanche et tu creuses sur un sujet. Donc, tu as tout ça qui découle en fait de ce côté expérimente et de résoudre des problèmes. Je pense que les problèmes que tu as résolus l'an dernier sont différents de ceux d'aujourd'hui. Te concernant, Anna, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce job, du coup? Alors, je vais effectivement essayer de répondre par rapport à Swile, en tout cas d'abord. Ce qui me passionne le plus, c'est la gestion d'équipe. Un peu, ça rejoint un tout petit peu aussi une de tes raisons, Olivier. Justement, voir comment... En fait, c'est un métier qui est tellement en évolution constante qu'en fait, ce que tu décides comme organisation aujourd'hui, ça ne va pas être valable demain presque. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez attractif voir cette inconnue de dire mais comment on fait? Mais après, moi, je suis un peu de la tendance à dire que parfois, c'est juste une question de naming qui change. Mais après, les autres choses, je pense que les bases, ils sont bien établies. Donc, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup d'essayer de prendre de plus en plus de la hauteur, de ne pas trop être et inciter tout le monde de cette équipe à faire pareil, de ne pas trop être dans l'exécution et c'est jamais assez, mais je pense que de plus en plus, on les fait. Et du coup, en l'occurrence là, avec la personne avec qui je travaille pour la Demand Gen, on prend de plus en plus de temps de faire des brainstorms avant le kick-off de chaque projet.
Ok. De vraiment de l'instant, parfois ça dure 2 heures, parfois ça part un peu dans des sens un peu bizarres, mais en tout cas, ça me plaît énormément. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ça, c'est proche Et de ce que disait Olivier sur la partie créative au final. ouais, clairement. Après, je pourrais dire milliards de choses, mais pareil, un peu comme Olivier, et je trouve que, en tout cas, je sais qu'on va parler de ça plus tard, donc je ne vais pas m'avancer, mais c'est quand même bien d'être dans des entreprises qui vont faire de la demand gen ou une autre chose, mais demand gen particulièrement, où on nous laisse tester beaucoup de choses. Je trouve qu'un environnement de travail où on ne te laisse pas tester, en tout cas pour des fonctions demand gen, je parlais pour ce que je connais les miens, c'est très limitant. Parce que, mine de rien, en fait, ça change tellement vite qu'en fait, ce qui était performant comme canal d'acquisition aujourd'hui, peut-être ne l'est pas demain. Et il faut quand même tester des différents outils. C'est un métier qui est très lié à des outils. Enfin, on ne peut pas faire ce métier sans des outils. Donc, du coup, ça me plaît énormément de toucher à des différentes choses et de aussi un peu cette partie aussi créative de dire, OK, en fait, pour attirer les leads, en termes de support de contenu, on travaille beaucoup avec les équipes connues. On essaye d'innover parce que à un moment donné, des e-books, tout le monde va faire, en fait. Enfin, je veux dire, il faut un peu se casser la tête pour dire, OK, peut-être l'e-book pour telle campagne, c'est la meilleure option. Mais pour une autre campagne, c'est peut-être une autre format qui va un peu plus au-delà de ce que tout le monde fait, quoi. Donc, voilà, c'est des choses qui me plaisent. Non, Après, hyper intéressant pour être sûr qu'on ne va pas déborder et qu'on ait la chance de poser toutes les questions. Mais c'est tellement passionnant comme discussion. Et même sur le chat, je vois que tout le monde est passionné par les échanges. Une question que j'ai sur comment on devient Demand Generation Manager, au-delà de monter son équipe et d'être head of comme vous l'êtes, les profils que vous avez, comment on les trouve, ces gens-là? Est-ce que c'est des marketeurs? Est-ce que c'est des journalistes? Est-ce que c'est des gens juniors? Comment on trouve un bon Demand Generation Manager? Et vous en avez recruté un chacun au minimum dans vos équipes. Comment vous les avez trouvés? très bonne question. Alors, j'ai un tout petit peu de mal à mettre de titres. J'ai un peu de mal à mettre de titres parce que je n'ai même pas étudié marketing. Je veux dire, je connais même pas tous les titres. Donc, en fait, moi, je regarde plutôt les compétences. Et les compétences, en tout cas, qui pour moi sont indispensables, c'est compétences de marketing automation. Donc, vraiment Ok. avoir acquis de l'expérience avec des outils qui font Le type Pardot, quoi. depuis des types Pardot, HubSpot, il y a d'autres un peu plus simples. Ok. Les niveaux de complexité, à la limite, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est avoir la logique derrière. Enfin, à quoi ça sert un outil de marketing automation? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de juste faire un email? Parce qu'un email, bon, ça on connaît. Mais plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout des compétences des différents canaux d'acquisition. Donc c'est vrai que parfois, campaign manager, lead acquisition manager, tous ces types de profils, s'ils sont aussi les voliers un peu conversion et automation, c'est quand même des profils intéressants. Et après, ça dépend de l'organisation, enfin, des besoins des équipes. Nous, à nos courants, par exemple, il n'y a pas un gros besoin d'être une pépite à l'écriture parce qu'on a la chance d'avoir des pépites, mais plutôt dans l'équipe connue qui sont parce que notre process sont comme ça. Enfin, ils vont, quoi qu'il arrive, regarder les livrables et les mettre à la petite touche swile dont on a besoin. Mais voilà, ça, c'est vraiment en fonction de l'entreprise. Parfois, ça peut être un handicap de ne pas avoir ce type de compétences. Et dernière chose, là, on dirait que la liste des courses est très longue, mais non, mais en tout cas, avoir une mindset très business, très business. Alors, évidemment, partie data-driven, ça, c'est évident, mais avoir cette attirance pour parler aux équipes sales, pour défendre des idées en face des équipes sales, pour aussi se mettre à leur place, parce que les plus gros problèmes parfois et les plus gros erreurs, c'est être à la plaque. Enfin, les sales, parfois, ils sont dans leur côté, les marketing dans les côtés. Non, c'est en fait,
je pense qu'un jour, peut-être on s'appellerait pareil. Je ne sais pas, sales marketing, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là où il faut y aller. Et donc, voilà, je pense que je fais un peu le tour. Non, c'est hyper intéressant. Tu voudrais rajouter quelque chose, Olivier? Après, je sais qu'on est chaud niveau timing, donc il nous reste 10 minutes. Je vais faire très vite. Du coup, moi, je suis complètement d'accord avec Anna. Moi, j'aime bien justement qu'il y ait beaucoup d'exemples de gens qui viennent pas du tout d'une espèce de parcours unique, qui ont atteint qui sont dans ces rôles. D'ailleurs, je pense que ces rôles se réinventent beaucoup avec les nouvelles personnes qui arrivent. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez commun et je ne sais pas si je répète un peu ce qu'a dit Anna dans une certaine mesure, mais c'est ce côté, il y a le mindset évidemment. Donc là, je rejoins Anna, le mindset business, le mindset un petit peu d'autonomie, de créativité, expérimentation dont je parlais tout à l'heure. Il y a ce côté un peu, j'aime bien cette image je vais encore faire un signe, c'est le T-shape, c'est-à-dire vous prenez un T, il y a la barre verticale qui est en gros une expertise particulière, une spécialisation qui peut être par exemple technique, et la barre horizontale, c'est en fait avoir un spectre assez large de sujets qu'on maîtrise plus ou moins pour pouvoir justement être le chef d'orchestre de plusieurs personnes qui sont des experts dans ces dimensions. C'est comprendre leur langage, c'est pouvoir travailler avec un texte, c'est pouvoir travailler avec quelqu'un qui fait du content, c'est pouvoir travailler avec un sales, etc. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Non, c'est hyper intéressant. Sur les dernières questions, pour être sûr, on va reprendre toutes les questions. On va essayer peut-être aussi de les envoyer au speaker pour essayer de capturer et d'envoyer le plus d'infos possible en follow-up. Je vais juste en poser à une de vous deux sur les questions et on essaye de répondre à une ou deux phrases là-dessus. Est-ce que les salaires d'un profil marketing et d'un profil demand generation, il y a une différence? Est-ce que le demand generation est mieux payé qu'un profil marketing dans une équipe content? Par exemple, Anna, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est compliqué comme question. De mon expérience, oui. Oui, je ne vais pas mentir. De mon expérience, oui. Les salaires sont plus élevés pour un profil de Mangen parce que justement, pour cette notion un peu plus de 360 qui va un peu débloquer des différentes ressources et qui va suivre un peu tous les parcours. Mais ça ne s'applique pas dans tous les cas. Olivier, tu as précisé, du coup, c'est les questions du chat que je pose. Olivier, que le website n'était pas géré par l'équipe Demand Generation. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que parfois l'équipe Demand Generation va gérer le website? Alors, c'est un très bon point parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé des personnes qui font partie de l'équipe d'Imagen, en l'occurrence, on a un web dev côté Okay. d'Imagen. Sur cette question, en gros, rapidement, au tout départ, c'était quand on était 30 dans la boîte, c'était largement géré par l'équipe d'Imagen. D'ailleurs, moi, j'avais une partie dev sur le site, et notamment sur toutes les questions d'A/B testing, etc. Enfin, il y a une certaine granularité technique sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est géré par l'équipe marketing. Sur le contenu, l'architecture, à plein de niveaux. Côté d'Imagen, on va surtout avoir la main sur les landing pages. En fait, c'est celles qui vont être en particulier utilisées sur des campagnes en particulier. Après, on a commencé à processer les choses de manière un peu plus large sur le site. Donc, si on a des sujets qui touchent à d'autres aspects du site, c'est géré en partenariat avec d'autres membres de l'équipe marketing. Il y a une grosse partie reporting dans la demand generation, notamment de dashboarding, de tracking et d'analyse. Comment vous gérez ce côté qui est pas de… Est-ce que vous avez des personnes en data chez vous? Vous travaillez avec l'équipe data. Est-ce qu'un analyste, est-ce qu'une équipe demand gen doit comporter un data? Je vous laisse choisir qui répond. Allez, j'y prends alors. C'est surtout qu'en plus, c'est un sujet d'actualité chez nous. La data, c'est un peu toujours compliqué pour toute fonction marketing. Nous, chez nous, on a une équipe data. Dans mes expériences passées, pareil. Jamais l'ownership de la construction de cet support a été dans l'équipe de Mangen. Après, on est quand même autonome. Enfin, on travaille en tout cas pour être autonome, pour pouvoir faire en tout cas des dashboards qui vont répondre à nos besoins, en tout cas à court terme. C'est-à-dire, nous, on travaille avec Pardot et Salesforce, en l'occurrence chez Swile, pour la partie B2B, je précise.
Et donc, du coup, on n'a pas tous les tunnels, tout le flow sur les deux environnements. C'est un peu particulier. Mais en revanche, la plupart des KPI qui nous intéressent, on les retrouve sur Salesforce. Et donc, on est quand même assez autonome pour pouvoir faire notre dashboard. Après, OK. si on veut aller plus loin, c'est quand même un métier à part entière. On a une équipe data qui nous soutient dans cette construction. Donc, on est pas mal accompagné, quoi. Donc, les dashboards sont construits. Par contre, tout le monde de ton équipe est capable lui-même d'aller chercher l'information, d'aller vérifier et d'aller mesurer ses performances lui-même une fois que le dashboard a été mis en place par l'équipe Exactement. Exactement. data. Il y a quelque chose qui est intéressant et qui est propre à vous tous. Vous êtes sur plusieurs pays. Sorel, tu disais Brésil, France et d'autres pays en Europe. Olivier, vous êtes splitté entre les US et l'Europe notamment. Est-ce que l'équipe Dimension est locale ou est-ce que l'équipe Dimension est centralisée? Tu en penses quoi, Olivier? Alors de notre côté, on a vraiment un certain nombre de fonctions qui sont centralisées. On va dire un petit peu, on les appelle l'agence. Donc c'est un peu tous les experts fonctionnels qui vont partager leur travail entre les différentes régions. Et après, par région, il y a quelqu'un dans mon rôle qui gère, qui est Un chef responsable du d'orchestre. pipeline, un chef d'orchestre, on va dire ça comme ça, local, qui s'assure que les ressources locales, ça c'est un peu plus simple, on est beaucoup plus autonome, mais aussi les ressources partagées sont utilisées à bon escient en termes de priorisation, etc. Et il y a la même fonction en fait côté Amérique du Nord. Une dernière question, je pense, après niveau timing, on gardera les 2 minutes pour clôturer là-dessus. Du coup, elle est pour toi, Anna. Comment on reconnaît une mauvaise offre de demand generation aujourd'hui? On voit qu'il y en a de plus en plus d'offres qui sont postées sur les startups qui cherchent à recruter des demand generation. Ça serait quoi un peu les alertes de se dire attention, c'est peut-être pas une position de demand generation derrière cette offre? Olivier. C'est pour moi, pardon, ou pour Olivier? Ouais, c'est pour toi, Anna. Mais j'ai dit Ok. Olivier si jamais t'es en backup. Ok. Alors moi, il y a des signaux qui sont clairs. Enfin, c'est évident. Si l'offre, elle parle déjà uniquement de lead acquisition, si c'est juste ce qui les intéresse, c'est vraiment les moments de capturer les leads au départ, bah là, les scopes, c'est pas les mêmes. Donc, l'intitulé de poste, il est pas bien mis. Si on va parler d'une poste où on va nous demander énormément d'exécution pour l'écriture de support, même parfois, j'ai vu des offres où on demande d'exécution pour des aspects visuels. Alors, je suis bien conscient quand on rejoint certaines startups, moi d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, j'ai même dû faire un cours de Photoshop, bien sûr, mais si on veut vraiment se spécialiser dans la fonction de management, à la fin de la journée, on n'a pas des milliards de mains, donc il faut faire attention à ce qu'ils nous demandent. Donc ça, une poste qui nomme jamais la fonction sales, ou qui dit pas qu'il faut se coordonner avec les fonctions sales, c'est pas du tout un bon poste. Et après, je vais reprendre un complément à une chose que tu as dit, Olivier. Je pense que c'était les concepts justes. Cette notion de chef d'orchestre, c'est-à-dire à un moment donné de poste, de l'intitulé de poste et des descriptions de poste, il faut qu'on fasse appellation à beaucoup de stakeholders et qui nous demandent des qualités ou des skills qui parfois même sont soft, qui vont nous permettre de comprendre leur langage. Donc, product, évidemment sales, ops, et voilà. Et bien entendu, marketing automation, ça doit être un des mots-clés, si pas le plus important de cette poste. Non, c'était hyper intéressant. Vous verrez sur la page Grosse Talent, on postera du coup des citations des speakers et aussi les concepts qu'on a compris. Et en plus, en follow-up, on enverra tout ça. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. C'était une discussion hyper riche, hyper dense, même sur le chat. Enfin, il y en a eu dans tous les sens. Vous pouvez ajouter du coup Olivier et Anna sur LinkedIn directement. Voilà, mettez-leur un petit message, c'est toujours plus sympa et je pense que votre invitation sera plus acceptée. Si les gens ont des questions de Dimension en dehors de LinkedIn, comment ils rentrent en contact avec vous pour vous poser un peu plus ces questions?
Eh ben moi, j'ai mis mon email dans le chat, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. J'ai effectivement vu un peu tard les questions dans le chat, mais c'est hyper agréable de voir qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y en a eu, et il y de a quoi eu des répondre. débats et tout, c'était assez intéressant. Il y a quelques schémas, on les enverra. Et voilà, et de toute façon, vous avez le droit de bombarder d'emails Olivier. De toute façon, il travaille chez Front, donc il saura encaisser les nombreux emails, en tout cas. Donc voilà, respectez, on est à l'heure. Je sais que vous avez un autre call de votre côté, donc pour pas déborder. Merci encore pour votre temps. Pour les talents du growth qui étaient présents aujourd'hui. Le prochain événement sera sur le mobile growth. Donc, on interviewera aussi 2 personnes qui sont à la tête de la croissance dans des applications mobiles. Donc, ça sera, là, on était dans le SaaS B2B, on sera dans le B2C mobile. Mais voilà. Merci en tout cas, Anna. Merci, Olivier. Et on se dit à très vite. Merci à Merci. toi et merci à tout le monde. Exactement. N'hésitez pas à poser des questions à Synchro.